Il sera question aujourd'hui de faire un état des lieux, d'échanger sur le problème de perspective et particulièrement sur l'approvisionnement du marché national d'emploi d'origine légale, sur la nécessité d'un marché pouvant ces produits, les difficultés et les perspectives et également sur des pistes de solutions. C'est une discussion qui se veut éducative et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les artisans soient présents, n'est-ce pas, durant ces échanges. Alors, nous aurons 4 présentations. La première sera relative à la présentation du livre. La seconde sera relative à l'approvisionnement du droit légal dans le livre. La troisième sera relative à l'application du décret interministériel pour le droit légal dans la commande publique. Et ensuite, nous allons laisser la parole au président ANCAV, M. Mebenga Benjamin, qui est responsable du site physique MIC de Lebougui, pour nous parler un peu de son expérience en ce qui concerne l'approvisionnement du droit légal dans ce site physique. Sans plus tarder, je m'en vais passer comme ça la parole à Mme Nathalie Diamantance, qui est sous-directrice de la promotion du bois au ministère des Forêts et de la Faune, pour démarrer sa présentation du blé et du bois d'origine légale sur le marché national. Merci, mon cher Légo, pour la parole donnée. Bonjour à tous. Je pense que je vais me passer pour être plus à l'aise. Donc, je voudrais saluer la bonne organisation de ce salon immobilier Made in Cameroun, qui, n'est-ce pas, nous donne l'opportunité de commencer à faire la promotion de l'utilisation du bois d'origine légale. Nous disons que les organisateurs nous ont saisi le ministère des Forêts et de la Faune à l'effet de pouvoir présenter un exposé sur le marché intérieur du bois et également l'utilisation du bois d'origine légale dans la commande publique. Donc pour ce faire, notre plan, notre exposé se décline en 5 points. Donc voilà, nous commençons par la première partie, donc le MIP, et nous disons que le plan se décline en 5 points, un contexte, la définition, objectif et organisation du marché intérieur du bois, l'état de lieu de la mise en œuvre du MIP, les problèmes et perspectives, ainsi qu'une conclusion. Donc, pour ce qui est du contexte, nous disons que tout part de la loi forestière de 1994, qui effectivement met l'accent sur le secteur forestier industriel, donc à grande échelle et orienté vers l'exportation, au détriment des petits opérateurs, ceux-là qui, à plus petite échelle, n'est-ce pas, mènent une activité qui devrait approvisionner le marché intérieur du bois, qui n'est pas suffisamment encadré par la loi forestière. Nous avons également, en 2010, procédé à la signature de l'accord de partenariat volontaire, ça s'est tenu. Et à cette occasion, le Cameroun s'est effectivement engagé à respecter, n'est-ce pas, l'application de la réglementation du pays, et notamment à faire la promotion et la commercialisation légale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et également, tout le monde connaît que la forêt camerounaise est très riche. On dénombre environ 300 espèces exploitables, donc une soixantaine seulement font l'objet d'une exploitation régulière. Et sur les 60 espèces, nous disons que 6 d'entre elles sont le plus sollicitées et le volume de leur production va à près de 80% à l'export. D'après l'étude de nous demeurons dans le contexte sur le marché domestique de sciences artisanales qui a été réalisé en 2011, 800 000 m3 de bois débité, soit environ 2 000 m3, équivalent
bois ronds sont vendus sur le marché national. Celui-ci est majoritairement alimenté par bois d'origine douteuse. Le marché domestique du bois s'approche au fil des ans, mais reste tributaire du secteur informel. Donc nous ne pouvons pas démontrer facilement le nombre de parcs à bois qui, année après année, n'est-ce pas, se développent et qu'on rencontre dans les différents quartiers de la ville de Yaoundé. Alors, qu'est-ce qui encourage le développement de cette activité informelle? Nous disons que nous avons entre autres les prix, n'est-ce pas, qui sont les prix qui sont appliqués pour ces bois-là qui sont jugés non accessibles n'est-ce pas, les SIH qui sont produits par l'industrie, par le commun de tel, par le Camerounais lambda. Autre contrainte, c'est les mesures réglementaires ouvrant petits titres qui sont jugés inadaptés. Également, les informations sur l'eau et la demande en bois qui sont insuffisantes. Alors, que fait le ministère des Forêts pour apporter quelques solutions à cet état de choses? Nous disons que le ministère a organisé une série de concertations avec les parties prenantes en vue de mettre en place un système, justement le marché intérieur du bois, qui soit capable d'absorber les ressources inutilisées au niveau des titres pour l'instant. Et ces concertations ont abouti en 2010 à la signature de l'arrêté conjoint Minfof-Commerce portant organisation et fonctionnement du marché intérieur du bois au Cameroun. Et en 2015, toujours les actions qui sont conduites par le ministère des Forêts, un projet pilote MIP relatif à l'opérationnalisation du marché intérieur du bois a, n'est-ce pas, été mis en œuvre et les travaux de ce projet ont conduit, n'est-ce pas, à l'élaboration et la validation des procédures de mise à disposition des rebuts, bois abandonnés ou même de titres résiduels aux transformateurs artisanaux en vue de la transformation artisanale. Et en ce moment, cette activité est encadrée par la décision numéro 0012 Minfof qui a été signée le 20 janvier 2020 portant modalité de valorisation des rebuts de l'exploitation forestière. À côté des résultats du projet pilote, nous avons d'autres résultats qui sont issus du projet ESSOR des demandes publiques et privées en sillage de Sénégal au Cameroun. On peut dire ESSOR 1, qui a été conduit, n'est-ce pas, avec le partenaire technique SIFOR et qui a bénéficié du financement de FAO et autres bailleurs, qui, n'est-ce pas, nous a permis de produire le draft de l'arrêté conjoint MINFOF, MINTP, MINMAP, portant justement fixant les modalités d'utilisation du bois d'origine légale dans la commune publique. Et vous savez tous autant que moi que depuis le 15 décembre 2020, cet arrêté est définitivement signé par les différents ministres et qu'il est applicable depuis cette date-là. Donc nous disons que c'est un des résultats fort élogieux du projet qui a été conduit avec l'assistance, avec le partenaire SIFOR. Alors, s'agissant donc des définitions du MIP, également, l'arrêté Minfof-Commerce de 0878 qui porte organisation et fonctionnement du marché intérieur du bois définit donc le MIP comme cette plateforme virtuelle et physique de toutes les transactions commerciales du bois entre les producteurs, les consommateurs et tous les autres intervenants sur l'ensemble du territoire. L'objectif principal du MIP est effectivement d'approvisionner le marché domestique en bois légal au meilleur ratio qualité-prix. Et s'agissant de l'organisation, donc nous disons que c'est l'arrêté conjoint encore, le 0878 Minfof-Commerce de 2010, qui a institué les organes de gestion, la création des sites de vente en relation avec les collectivités territoriales décentralisées. Également, c'est le même arrêté
qui a institué l'utilisation des documents sécurité qui sont les bordereaux de livraison pour le transport de bois à partir des marchés. Donc, pour ce qui est des principaux organes de gestion du MIP, nous en dénombrons 3 au niveau de la mise en œuvre du marché intérieur du bois. Nous disons que dans le cadre de l'opérationnalisation du MIP, dans le cadre du projet pilote dont j'ai fait mention plus haut, et les missions dévolues à ce projet expérimental s'articulaient autour de 4 axes. Donc nous avons le premier axe porte sur l'approvisionnement du MIP, un autre axe sur les questions d'application, sécurisation et aménagement des sites physiques MIP. Puis il y a la mise en place du système de gestion virtuelle d'information du MIP. Donc pour ce qui est du tout premier axe, l'approvisionnement du MIP, nous disons que les résultats du projet pilote MIP, on va l'appeler comme ça, ont produit des propositions concrètes, c'est à savoir les procédures simplifiées d'octroi et de gestion des permis d'exploitation de bois que nous appelons PIGO. Et ces procédures, n'est-ce pas, ont fait 2 propositions fortes, à savoir que pour l'avant, qu'on puisse véritablement solutionner le problème qui a été posé au niveau des petits opérateurs, à savoir que lorsqu'on a mis, n'est-ce pas, en vente par appel d'offres une 50aine de PEGO, c'était en 2012, les PEGO ont connu pas de difficultés pour être opérationnels. Déjà, du fait que la procédure par appel d'offres était longue et coûteuse pour les petits opérateurs, et également il y avait une grosse contrainte, il fallait nécessairement disposer d'un agrément pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir être éligible pour le bénéfice de gestion des permis sur le bois d'œuvre, ces petits titres qui ont été prévus effectivement pour alimenter le marché du bois. Donc il est question dans ces procédures qui ont été élaborées de procéder à la délivrance d'un agrément en qualité d'exploitant forestier artisanal, n'est-ce pas, en lieu de place d'un agrément en qualité d'un agrément pour l'exploitation forestière. On suggère ici fortement qu'il y ait un agrément en qualité d'exploitant forestier artisanal qui aurait une validité de 3 ans pour être renouvelé une seule fois et qui serait signé par le ministre de la Forêt et de la Faune. À côté donc du mot de l'attribution par avis d'appel d'offres, ces travaux ont également proposé que cette fois-ci qu'on procède par voie de gré à gré, et c'est pour vraiment simplifier, où il serait question que les PEGO soient attribués, n'est-ce pas, au niveau d'une commission technique régionale et délivrée par le ministre des Forêts et de la Faune. Donc la proposition disait que ce soit la même procédure pour l'obtention de l'autorisation personnelle, le couple, les APC, où il n'y a pas trop de complications. Il est question que l'opérateur, dès qu'il va sur le terrain, il identifie les arbres qui l'intéressent, il se rapproche de l'administration forestière locale, il fait mention de cela, et si jamais il y a accord, il y aura une descente sur le terrain pour aller relever les coordonnées, les références, les coordonnées géographiques, après quoi il peut rapidement monter un dossier pour pouvoir se voir attribuer, n'est-ce pas, les permis d'exploitation de bois d'œuvre. Donc là, les 2 principales propositions qui ont été faites dans les procédures simplifiées d'octroi et de gestion du PEGO afin d'alimenter le marché intérieur du bois. Nous disons que pour ce qui est, c'est une activité qui a été conduite par le ministère en, on va dire, 2017, je pense. Et étant donné que les propositions étaient en marge de disposition de la loi forestière, il était question que nous puissions d'abord soumettre ces propositions au niveau de la haute hiérarchie pour pouvoir obtenir leur quitus afin de pouvoir tester, n'est-ce pas, ces propositions que nous avons faites pour simplifier les procédures pour alimenter le MIP. Malheureusement, à date, nous n'avons pas reçu le quitus de la préfecture pour pouvoir faire ce test.
Et le ministère ne s'est pas contenté d'en rester là. Disons que plusieurs concertations sont en cours et donc une grande concertation envisagée de haut niveau pour, n'est-ce pas, trouver des voies et moyens pour lever un peu les blocages par rapport, n'est-ce pas, à la délivrance de ces dépôts qui sont ces permis qui doivent réellement alimenter le. Deuxième axe, identification, sécurisation et aménagement des sites physiques du MIP. Nous disons que depuis 2012, le MINFOF appuie les collectivités territoriales décentralisées à la recherche des espaces pour la création des sites physiques en vue de rendre opérationnel le marché intérieur du groupe. Et à date, une vingtaine de sites physiques ont été identifiés par les CTD sur l'ensemble du territoire national. Et quelques sites ont connu de fortunes diverses, comme on dit. Certains ont un peu évolué, d'autres sont encore butés. Ils n'arrivent pas à obtenir certains documents à l'instar de la déclaration d'utilité publique. Il y a des problèmes qui se posent au niveau de l'indemnisation des sites pour que les procédures puissent être déroulées. Mais je dois dire que nous avons 3 sites. Le site de Gaoudéré, une superficie de 20 hectares, celui des Coq et de Manté, qui ont bénéficié des études techniques et architecture. Et à date, nous avons les avis, les APS, les APD qui sont déjà là. Il est question seulement pour nous de trouver des financements pour pouvoir effectivement aménager ces sites de la manière la plus confortable qui soit, comme l'expérience que nous avons eue lorsque mes prédécesseurs ont fait le voyage à Koumassi au Ghana, où ils ont vu encore le savoir physique. C'était tout le site de Koumassi qui s'étend sur 50 hectares, c'est assez imposant. Et là-dedans, c'est des complexes qu'on trouve. On a effectivement de très belles boutiques qui sont construites. On a à côté de cela, on a des restaurants, des laveries, des microfinances. On a vraiment pas mal d'activités qui se développent autour d'un marché. Et on avait pensé effectivement avoir un site de référence comme celui-là. Et nous disons qu'à date, les études existent. Nous avons déjà les budgets, les budgets estimatifs de tout ce qu'on a fait. C'est assez costaud. Je peux vous dire que ça va demander, pour une telle réalisation, on va quand même solliciter plusieurs milliards de francs. Donc les projets sont là. On a bon espoir qu'on finira par les mettre en œuvre. Alors, à côté donc de ces sites physiques qui sont identifiés par les collectivités territoriales décentralisées, l'arrêté conjoint de 0878 a également prévu que le MINFOF peut également autoriser, n'est-ce pas, l'installation des sites physiques libres qui relèvent des particuliers. Et nous disons que nous avons constaté un engouement depuis 2 ans des sites physiques libres pour la vente de bois qui sont en train de se mettre en place. Nous avons un site physique libre du côté de Balmayo, c'est un espace de la commune qui fonctionne, qui est bien suivi par le délégué départemental et nous en avons, je crois, 4 aussi au niveau de l'Est, des sites de particuliers qui bénéficient des bordereaux de livraison qui sont suivis par l'administration forestière au niveau local. Et ici, au niveau du centre, nous venons de codifier et même d'enregistrer 2 sites, celui de Le Goudi où le responsable est avec nous là, Le Goudi qui était un des marchés pilotes avec lesquels nous avons conduit le projet expérimental du MIP, qui finalement a rempli les conditions nécessaires. Aujourd'hui, ils sont enregistrés comme site physique de vente de bois et ils disposent des documents pour faciliter l'évacuation des produits à partir de leur marché. Donc nous avons tout à l'heure, si vous voulez, on pourra mettre à disposition la liste des sites physiques qui sont enregistrés au niveau du ministère et qui sont suivis par le ministère. À côté de ces sites-là, nous avons aussi, lors de notre dernière rencontre avec les maires, il était question qu'on identifie que les maires sont vraiment intéressés
pour disposer des sites pilotes physiques, MIB puissent effectivement mentionner, faire signe rapidement au niveau du ministère. Ils ont saisi le ministre, ils ont produit les éléments qui montrent qu'effectivement ils disposent de ces espaces. Et il est question à présent que l'accompagnement du ministère continue à se déployer jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir ne serait-ce que les plans cadastraux, n'est-ce pas, qui va permettre que progressivement puissent effectivement aménager leur site physique. Donc nous disons que c'est une activité qui est toujours en cours au ministère et nous pensons qu'avec les opportunités qui s'ouvrent, nous allons finir par trouver des financements pour pouvoir effectivement aménager ces sites. Dans le cadre des mesures que nous sommes en train de proposer pour permettre l'interdiction du bois sous forme de grume dès janvier 2022, effectivement, des propositions concrètes ont été faites. Nous pensons que cela sera soumis aux bailleurs et que nous pourrons effectivement évoluer, avoir des sites pilotes de référence où tout le monde peut venir s'approvisionner en bois égal. Alors, le troisième axe, quant à lui, porte sur la mise en exploitation de l'application de gestion virtuelle du MIB. Nous disons que cette application a été développée depuis 2014, mais elle n'a pas été déployée. C'est-à-dire que l'application avait été développée avant le CIGIF et cette application normalement devait être hébergée par le CIGIF. Et à date, le CIGIF est en train de faire ses premiers pas, comme vous le savez. Et malheureusement, on a remarqué quand même que les équipements sont un peu vétustes. Et le chef de département est justement en train de prendre des mesures pour pouvoir rénover ces équipements. Après quoi, le MIB, après quoi l'application web pourra être hébergée au niveau du CIGIF. Mais on attend les bras croisés. Pour le moment, nous sommes dans le cadre du projet essor des transactions de sillage légal, encore avec notre partenaire technique SIFOR. Nous sommes en train d'envisager un hébergement, même à court terme, cette application, et pour que lors du lancement que nous comptons présenter dans les prochains jours, lors de la présentation de l'application virtuelle du MIB, qu'effectivement nous puissions, que les différents acteurs puissent accéder, n'est-ce pas, en ligne pour découvrir cette application. Après quoi, les opérateurs seront formés pour une utilisation effective de l'application virtuelle du MIB. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Le quatrième et le dernier axe porte sur les activités de fonctionnement. Et comme je le disais, depuis 2012, plusieurs sessions du comité de suivi du MIB ont été tenues. Mais je dois avouer que depuis 2018, c'est la date de la dernière convocation du tout dernier comité de suivi. Depuis lors, nous n'avons plus tenu de comité à cause des restrictions budgétaires et autres. Mais nous disons que plusieurs actions sont réalisées pour rendre le MIB opérationnel. Et les secrétaires techniques, on l'a déjà dit, ils sont là pour exécuter les décisions qui sont prises au niveau du comité de suivi. Donc, ils assurent la permanence de cette instance. Alors, quelques problèmes, quelques difficultés que nous rencontrons pour la mise en œuvre du marché intérieur du bois. Nous en avons plusieurs. Déjà, il y a les blocages actuels pour la défense des PMO, comme je l'ai dit plus haut. Nous sommes en train de voir, d'envisager des solutions pour lever ces blocages et nous permettre de pouvoir trouver des procédures simplifiées pour approvisionner le MIB. Une autre difficulté, c'est l'engouement modéré des détenteurs du FA à approvisionner le MIB. Dans les détenteurs du FA, ils ne sont pas très disposés à accepter de nouer les partenariats avec les petits opérateurs parce que comme ils doivent exploiter au cours de l'année et qu'à la fin de l'année, l'assiette dans laquelle ils ont exploité doit obligatoirement être fermée, ils ont peur, surtout pour ceux qui sont certifiés, qu'après eux, les petits opérateurs viennent, n'est-ce pas, et commettent des actions qui sont donc travaillent en marge de la réglementation et que cela leur coûte cher. Ils sont un peu réticents pour accepter qu'après le ministère, en train de sensibiliser,
et de trouver un moyen pour que ce travail se fasse concomitamment, parce qu'il n'est pas question qu'après la fermeture d'une ACI de groupe, une autre entité sollicite de travailler là-dessus. Nous avons aussi une difficulté au niveau de la fiscalité incitative pour les bois de vent approvisionner le MIP. Les différentes concertations que nous avons eu à conduire et même les résultats des travaux d'un consultant qui avait été dont GIZ avait commandité l'étude, ont démontré que une bonne fiscalité peut favoriser l'approvisionnement du marché intérieur de bois par l'ensemble des détenteurs des titres. Il est allé jusqu'à proposer que l'application d'un taux de TVA à 5% pourra résoudre ce problème. Des simulations ont été faites et cela démontrait clairement que l'État va engranger des recettes, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que l'activité est faite pratiquement de manière informelle. Donc, c'est encore un problème. Nous avons beaucoup échangé avec le ministère des Finances là-dessus. Le ministère nous a démontré que s'agissant de la TVA, c'est une taxe communautaire et qu'il n'est pas possible pour le Cameroun tout seul d'agir là-dessus. Donc, et que en cela, le bois ne fait pas partir des biens qui bénéficient d'un taux préférentiel de TVA. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre des ministres en charge des forêts de la COMIFAC, tenue en juin 2019? Le président en exercice de la COMIFAC, nous parlons là du ministre des forêts et de la faune, M. Jules Dogo, a donc, avec l'aval de ses pairs, ils ont donc saisi le président de la CEMAC pour solliciter que la commission puisse examiner leur requête en vue, n'est-ce pas, d'introduire le bois dans la liste des biens qui peuvent bénéficier d'une TVA partielle. Donc nous l'avons fait, également là-dessus nous attendons ce GIE. Donc voilà ce qui est fait au niveau de la fiscalité incitative pour permettre d'approvisionner le MIP. Il y a également le retard de l'opérationnalisation du système d'information sur l'offre et la demande en bois légal. Nous l'avons dit, nous pensons que dans les prochains jours, effectivement, l'application de MIP va effectivement être opérationnelle et que les offreurs et les demandeurs auront un cadre où ils pourront facilement conduire leurs transactions de bois. Et bien entendu, le retard dans la matérialisation et la formalisation des sites physiques sur l'ensemble du territoire, comme nous l'avons dit. Là, nous avons présenté un peu comment nous envisageons progressivement solutionner cet état de choses. Ça veut l'échantillon de sites MIB pilotes, un grand site pilote de référence qui pourrait être aménagé et qui va permettre que les transactions se fassent plus aisément. Alors, s'agissant des perspectives, il est question pour le ministère de poursuivre la collecte des données statistiques de bois qui sont vendus au niveau des marchés locaux, en indiquant bien sûr la source de provenance, le type de licence et même les produits. L'aménagement d'un site physique MIP de référence, bon, là je l'ai déjà dit, qui a déjà bénéficié des études. L'organisation d'une concertation de haut niveau entre la primature, le MINPAC, le MINFI, le MINFOF et les bailleurs dans la KFW pour trouver un consensus sur la levée des blocages actuels, n'est-ce pas, qui pèsent pour la délivrance des PEBO, les permis d'exploitation de bois de bois. Et comme je vous disais, pour ce qui est de la fiscalité incitative, une correspondance a été adressée à la CEMAC pour pouvoir examiner la proposition d'instauration de cette TVA à taux réduit. Et nous attendons encore le retour par rapport à cela. Alors, nous disons en conclusion que le MIP, dans sa forme actuelle, se présente véritablement comme un outil incontournable de promotion de la légalité des produits et même des métiers du bois, en même temps qu'il devra favoriser la transparence, la saine concurrence et l'utilisation plus efficiente de nos forêts. Voilà ce qu'on pouvait vous dire
pour, au sujet du fonctionnement du marché. Sur la question du MIP, alors quelques informations sur lesquelles nous allons peut-être nous appuyer par la suite de la discussion. Madame Otani, dans sa présentation, nous a fait comprendre, nous a rappelé que le MIP démarre en fait en 2010 avec la signature par le Cameroun des API Reflect qui intègre la problématique de la consommation de bois légal dans le marché domestique. On nous apprend que 80% des bois qui sont dans les marchés locaux sont de sources informelles. En 2010, le ministère des Forêts se lance dans un projet pilote MIP avec des grandes orientations, notamment la signature de l'arrêté conjoint MINFOP, MINCommerce, qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du MIP. En 2020, nous avons une décision signée par le ministère de la Forêt et de la Faune qui fixe les modalités et la procédure de validation des rebuts. En 2020 également, le ministère des Forêts et de la Faune porte un projet d'arrêté conjoint MINFOP sur l'utilisation du bois légal dans la commande publique. On nous rappelle que l'objectif du MIP, c'est d'approvisionner le bois légal dans la marché domestique. Nous avons aujourd'hui la possibilité de transporter un bois d'un parc à un autre avec des bordereaux de livraison. Ça, ce sont les solutions qui sont apportées par le MINFOP. Il existe actuellement des antennes pilotes MIP dans les différentes régions du Cameroun. Comme solution, entre autres, apportée par le MINFOP, ils ont engagé dans le cadre de leur projet pilote MIP une procédure simplifiée d'octroi des paiements pour les artisans, pour les petits exploitants, qui est actuellement en cours de validation comme MINFOP. Et dans cette proposition, il propose également la délivrance d'un agrément en qualité d'exploitation d'exploitant artisanal, une durée de 3 ans de gré à gré. Et comme elle l'a si bien dit, malheureusement, c'est actuellement au niveau de la primature en cours de validation. D'autres actions concrètes du MINFOP, une vingtaine de sites pilotes identifiés, dont 8 actuellement effectifs, 4 dans la région de l'Est, 2 au niveau du centre, avec un cas pratique celui de l'Egoudi. Elle a aussi axé sa présentation sur les difficultés actuelles que rencontre le ministère des Forêts et de la Faune. Il y a un blocage sur la délivrance des paiements simplifiés. Il y a un engagement modéré des concessionnaires à provisionner le marché national, du moins les petits opérateurs. Il y a ce besoin d'encourager une fiscalité incitative pour le bois artisanal, notamment avec un taux réduit sur la taxe qui est proposé au niveau de la CEMA. Et comme autre difficulté, il y a le retard de matérialisation et de formalisation des sites physiques dont elle faisait signe actuellement. Quelques perspectives qu'elle a proposées. Actuellement, que continue la collecte de données de bois dans les marchés domestiques et le MINFOP aimerait se lancer dans un aménagement d'un site pilote de référence à l'exemple de ce qu'ils ont observé au niveau du Ghana. Donc voilà un peu. Monsieur Tandra, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, mon intervention dans le cadre de ce salon va porter sur l'approvisionnement du MIP en bois d'origine légale, et notamment l'expérience de la Coca-Cola en tant qu'acteur, en tant qu'acheteur de bois d'origine légale. Et oui, et je voudrais juste préciser que nous sommes engagés, nous avons porté l'initiative et il y a le programme qui nous a accompagnés, et dans le cadre de ce salon, on a le Haut Commissariat des droits de l'homme au Cameroun qui nous accompagne dans cette dynamique. Disons que mon exposé va au cours de 5 éléments. Je vais faire une petite introduction. La deuxième partie va porter sur la stratégie d'approvisionnement en bois légal par la coopérative. Et les défis, en troisième partie, les défis dans les circuits d'approvisionnement en bois légal par la coopérative Extravoican. En quatrième partie, on va parler des pistes de solutions et on va terminer par une conclusion. Disons que notre démarche, c'est également dans le cadre de l'APD qui a été signé en 2010 par le Cameroun et ratifié en 2011
Et nous avons l'article 9 alinéa 3 de cet accord qui indique que le Cameroun s'est engagé à justifier l'origine de son bois. Et c'est, mais y compris le bois qui va dans le marché intérieur. C'est donc sur cet article 9 alinéa 3 que nous nous appuyons pour formaliser notre circuit d'approvisionnement. Nous avons également l'arrêté conjoint Minfof-Mincommerce portant création du MIB et l'arrêté Minfof sur, il y a deux arrêtés de Minfof sur la valorisation des revenus de l'exploitation forestière et des revenus des scieries. On a également l'arrêté conjoint Minfof-MINTP-MINMAP sur l'origine du commande publique. Nous citons un peu tous ces éléments pour montrer comment l'approvisionnement, le circuit d'approvisionnement est d'abord encadré par des textes réglementaires et aussi les opportunités qui se présentent pour les PME et les artisans de la seconde et troisième transformation du bois. Nous avons également la décision de la CEMAC sur l'arrêt des exportations de bois sous forme de brume à partir du 1er janvier 2022. C'est également des opportunités qui se présentent et voilà pourquoi nous invitons tout le monde, toutes les PME et les artisans à aller vers le bois légal. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on constate toujours que le défi majeur dans notre filière, c'est-à-dire sous transformation du bois, le défi majeur reste et demeure l'accès régulier et sûr à un bois légal et sec en quantité suffisante et à un prix compétitif. Et à toutes les études, même celles du PCFC, ont démontré qu'en termes de hiérarchie, le problème majeur de la seconde transformation, c'est l'accès à la ressource. Et on assiste aussi depuis un temps au déclin des métiers du bois. Si on prenant les 20 dernières années, vous allez constater que la menuiserie à l'U, par exemple à l'Union, est venue prendre une part de marché. Les ouvertures extérieures aujourd'hui sont de plus en plus en alu. Quand vous regardez pratiquement tous les bâtiments de Yaoundé ou bien du pays, c'est une part de marché qui nous a échappé. Vous allez aussi constater que depuis les 10 dernières années, les statistiques indiquent que le Cameroun importe le mobilier pour près de 13 milliards de francs CFA par an. C'est encore une part de marché qui échappe aux PME et artisans de la filière. Nous avons également, depuis les 10 dernières années, le phénomène de moto-taxi. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeunes se convertissent seulement dans la moto-taxi. Et cela impacte notre filière parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus réellement de main-d'œuvre. La main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Et tel que nous voyons au niveau de l'Afrique pourquoi, si on ne fait pas attention, dans les 10 prochaines années, la situation sera de plus en plus grave. Et on n'aura même plus les jeunes dans les centres de formation, on n'aura plus dans nos entreprises, parce que même tous ceux qui ont été formés dans les ateliers ou bien les entreprises se convertissent toujours en moto-taximan et ça devient compliqué pour nous. Voilà pourquoi nous parlons un peu du déclin des métiers du bois. Concernant la stratégie d'approvisionnement en bois légal par la COPCA et Strabouaka, disons que la somme de nos expériences depuis 2016 nous a poussé à élaborer un petit référentiel qui permet à nos membres ou alors à un artisan lambda de justifier l'origine de son bois. Et le premier indicateur, de se rassurer que le bois qu'il sollicite provient d'une source sûre et légale. Le premier indicateur, c'est quoi? Chaque année, ce que nous faisons, nous utilisons la liste des titres valides publiés par le MINFOF, parce que régulièrement, le MINFOF publie la liste des titres valides. Nous nous référons à cette liste pour identifier les partenaires avec qui nous pouvons nouer une relation d'affaires. Nous prenons également le sommier d'infraction. Le MINFOF également publie le sommier d'infraction toutes les années. Et lorsque nous avons identifié une entreprise dans le sommier d'infraction, nous préférons arrêter la relation d'affaires que nous avons peut-être engagée ou alors ne même pas commencer à traiter avec cette entreprise parce que nous ne sommes pas sûrs. Parce que votre nom peut être cité et que vous êtes en situation de contentieux. Nous n'avons pas toujours les moyens
de vérifier si vous êtes coupable ou pas. Et pour nous éviter les problèmes, nous préférons arrêter. Nous avons également les différentes plateformes virtuelles, notamment le site OTP, Open Table Portal, qui est développé par le World Resources Institute. Et régulièrement, les entreprises, essentiellement les concessionnaires, publient sur ce site les informations utiles à l'acheteur pour s'assurer qu'il dispose effectivement du bois d'origine légale. Il y a une deuxième plateforme sport qui a été développée par ZSL, qui est une ONG. Également, les industriels publient sur cette plateforme des informations qui nous permettent de faire des comparaisons entre ce que les concessionnaires nous donnent et ce qui est publié. On se rassure quand même que ce sont des documents authentiques. Et généralement, les industriels, quand ils publient une information, c'est qu'au moins c'est une information authentique. Ça, c'est le constat que nous avons fait. Et une autre étape, c'est généralement les rapports du SNOI, le système normalisé de l'observation indépendante, externe, qui est rédigé par le FODER. Et généralement, il publie des rapports sur lesquels dans lesquels on donne des informations sur X ou Y entreprise qui est victime ou alors qui est coupable d'une infraction ou alors qui est même en situation de contentieux. Et généralement, si par exemple votre nom dans l'un des rapports, nous nous rapprochons de FODER pour avoir la situation exacte. Et si vraiment vous êtes dans une situation de contentieux, nous préférons arrêter parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens de contrôler. Et la sixième étape, généralement, avec les forêts communautaires ou les industriels, c'est le certificat d'exploitation ou le PAO. Et c'est ce qui nous permet en réalité d'entrer en relation d'affaires avec ces sources. Si vous n'avez pas de CAE ou de PAO, nous ne pouvons entrer en relation d'affaires avec vous. Et c'est ce où a une valeur. Concernant la septième étape, on a la notification du démarrage d'activité. C'est un document qui existe aussi bien dans les forêts communautaires que chez les industriels. Et c'est un document qui est délivré par l'administration locale, généralement le délégué régional. Et quand nous sommes en contact généralement avec les notaires, nous sollicitons les cartes d'inventaire. Ça, nous avons introduit cette année parce qu'avec ces cartes d'inventaire, nous avons un GPS qui nous permet de nous rassurer que l'arbre qui a été identifié sur la carte d'inventaire est effectivement l'arbre que nous allons abattre pour éviter un peu que notre bois soit soupçonné de X ou Y choses. Comme ça, lorsque le bois est douté, lorsque un contrôle doute de notre bois, on peut facilement retrouver la souche. Pour nous, ça nous rend aussi la tâche facile parce qu'avec avec plusieurs sources de communautés, il y a parfois des conflits ou alors des intrigues. Et nous prenons les relevés des coordonnées GPS généralement au pied de l'arbre et transportons le bois avec les lettres de voiture des débités, que ce soit pour les forêts communautaires ou les industriels. En réalité, c'est un peu la démarche que nous avons faite pour nous rassurer que les bois que nous allons acheter proviennent effectivement des sources d'origine légale. Et vous avez vu à peu près ce tableau qui est divisé en plusieurs colonnes. Le FC signifie forêt communautaire, IND signifie industriel, et vous avez vu ou non, c'est-à-dire la vérification s'applique selon qu'on soit au niveau de la forêt communautaire ou industrielle. Au niveau du 8e point, c'est-à-dire la carte d'inventaire, et du 9e point, le relevé des coordonnées GPS, nous avons constaté qu'avec les industriels, c'est plus compliqué. Ils ne pouvons pas facilement accéder sur leur site de produits. Donc, globalement, voilà à peu près la démarche que nous engageons quand nous voulons nous rassurer. Oui. Bon, concernant maintenant les défis dans le circuit d'approvisionnement en bois, l'expérience nous apprend que les défis se situent à plusieurs niveaux. Au niveau institutionnel, nous avons
la collaboration avec l'administration forestière qui n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que nous pensons quand même qu'il est important que l'administration forestière ait le maximum d'organisations professionnelles, développe une relation de proximité, en sorte que les approvisionnements que nous allons engager ne soient pas taxés d'illégal. Et deuxièmement, ça permet quand même à ceux qui sont encore dans l'informel de se conformer aux exigences légales et réglementaires. Nous avons, je comprends, comprenons que dans l'exposé précédent, Madame le sous-directeur a précisé que l'approvisionnement du NIB n'est pas suffisamment encadré par la loi. Ça, c'est vrai. Et la relation de proximité que nous souhaitons développer peut aussi nous permettre d'encadrer effectivement le circuit d'approvisionnement pour le marché local, en sorte que les artisans de l'Ukadouma qui veut déposer son dossier, elle doit parcourir à peu près 810 km en aller-retour, peut-être minimum 2 jours pour arriver à Yaoundé déposer un dossier qui va prendre assez de temps. Et elle va encore quitter pour venir faire le suivi. Et elle va encore se déplacer pour venir chercher le document. Nous pensons que ce sont des contraintes pour le développement de cette communauté et pour l'accès au bois légal sur le marché intérieur. Et lorsqu'elle a eu ce document de l'administration centrale, il faut encore qu'elle se déplace vers toi pour aller chercher la notification du démarrage d'activité. Et ça devient très lourd. Et en termes de coûts, ça fait que les coûts du bois sont imputés en réalité au consommateur final. Ça fait que le bois des forêts communautaires va devenir de plus en plus cher. Pas parce que l'arbre est difficile à exploiter, mais parce que les démarches et les procédures sont extrêmement complexes. Et nous avons encore aujourd'hui où on nous parle de décentralisation. Vous avez certains documents, si on prend le cas de certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois, avant, le procès verbal de visite de site était délivré par le délégué départemental. Aujourd'hui, c'est par le délégué régional. Nous n'avons pas très bien compris pourquoi on quitte il y a ce rétropédalage au moment où on parle de décentralisation. Pour nous, c'est autant de douleur. Il y a également la difficulté d'accès à l'information forestière. Toutes les informations que j'ai citées précédemment ne sont pas faciles à obtenir. Au niveau opérationnel, la difficulté d'entrer en relation avec les potentiels sources d'approvisionnement en bois d'origine, que ce soit les forêts communautaires ou les industriels. Malgré les arrêtés du MINFOR qui encadrent la valorisation des revenus de l'exploitation forestière et des revenus des CIE, ce n'est pas toujours évident d'entrer en relation d'affaires avec les industriels. Nous comprenons parce que leur objectif c'est le marché international. Et ces industriels ne peuvent pas toujours mettre le bois de qualité à notre disposition. Et avec les forêts communautaires, il y a tellement de soupçons au niveau des forêts communautaires et leurs documents que nous avons cités ont une validité d'1 an. Et le plus souvent, on leur donne ce document à partir du 2e semestre de l'année, ce qui ne permet pas en réalité d'entrer en relation d'affaires avec un opérateur. Nous avons la difficulté d'accès au financement des PME artisans pour le mobilier. Pour mobiliser les fonds et se constituer des stocks de bois afin d'anticiper sur les commandes. La plupart des PME et artisans travaillent essentiellement avec le préfinancement du client à partir d'une commande. Et en réalité, dans ce système, on ne peut pas développer une véritable entreprise parce que l'entreprise n'a pas un stock de bois. L'artisan attend la commande pour aller acheter le bois. Et les banques classiques que nous avons ici, dans notre pays, ne facilitent pas l'accès au financement. Elles proposent des intérêts assez élevés, y compris la banque des petites et moyennes entreprises qui était vraiment dédiée au développement des entreprises. Les taux d'intérêt de ces banques vont atteindre parfois 18% et faire même 23%, ce qui ne permet pas à nos PME et artisans d'accéder à ce financement. Il y a également la question de différé. Généralement, le différé de ces banques est de 1 mois. Et pour une PME ou artisan qui fait de la transformation, ce n'est pas possible de prendre un financement le premier et commencer à rembourser le premier du mois prochain. Il y a également des garanties bancaires de ces banques qui sont assez onéreuses pour nos PME et artisans qui n'arrivent pas toujours à les mobiliser pour accéder à ces financements. Et
Nous avons aussi la corruption et l'excès de contrôle. Nous avons à un moment donné, en 2017, si mes souvenirs sont exacts, transporté le poids de Bakou pour Yaoundé, à peu près 425, entre 425 et 450 km. On a dénombré à peu près 16 contrôles et ça devient assez fastidieux. C'est-à-dire que vous êtes dans un véhicule, à peine le moteur a pris son régime normal, il s'arrête parce qu'il y a un contrôle. Et ça perd assez de temps. Et ce sont les contrôles qui mettent plus de 30 minutes quand vous voulez faire le dur, comme on dit souvent. Et ça n'encourage pas et ça fait que les prix du bois sur le marché augmentent. Bon, au niveau de la crédibilité, de la légalité du bois que nous avons acquis au niveau de la COP quand partageons parfois l'expérience avec les différents acteurs de la filière bois, nous avons constaté que les gens font trop de confusion, y compris les forestiers, malheureusement, et c'est très dommage. Les forestiers font eux-mêmes des confusions entre le bois certifié, entre la certification, la légalité et la traçabilité. Quand on nous demande parfois les documents de la légalité, et qu'on présente, il y a des gens qui nous demandent des documents de la traçabilité, des documents de la certification, et ça va dans tous les sens. Et nous, à notre niveau, nous avons un peu enrichi ce que j'ai présenté tout à l'heure plus haut, parce qu'il fallait quand même qu'à un moment donné, l'artisan lambda puisse avoir quand même une documentation qui lui permet de justifier, une documentation aussi simple qui lui permet de justifier son bois légal. Bon, comme piste de solution, ce que nous proposons, c'est au niveau des forêts communautaires essentiellement. On propose que l'administration forestière puisse rallonger le délai de validité de ces années d'exploitation. Parce qu'en un an, il n'est pas possible pour un homme d'affaires de faire vraiment du business. Parce que ces documents sont délivrés pour un an, du 1er janvier au 31 décembre. Et je n'en connais vraiment pas si on avait délivré avant le 15 janvier. Pour ceux qui ont eu le document les 3 premiers mois, c'est ceux qui ont eu le document en fin d'année et ont décidé de ne pas l'exploiter et le reconduire tout simplement l'année qui suit. Mais les autres qui veulent engager l'année, qui engagent la même année, ont souvent ces documents vers le mois d'août, septembre, octobre. Et en 3 mois ou 4 mois, ces communautés ne peuvent pas vraiment faire d'affaires. Elles sont donc obligées d'entrer dans l'illégalité. Et en plus de ça, un responsable de la communauté ne peut pas vraiment faire de l'exploitation forestière son business parce qu'il ne fonctionne pas sur 12 mois et ça devient assez compliqué. Et nous pensons aussi qu'il est important de prolonger ce délai jusqu'à 3 ans parce que ça peut encourager un homme d'affaires d'entrer vraiment en relation d'affaires sur une bonne période. Nous pensons aussi comme une piste de solution. L'expérience dans les forêts communautaires que nous avons vécues, nous avons constaté qu'il y a énormément, je vous assure, énormément de bois abandonnés dans les forêts communautaires. Et on ne sait pas pourquoi, en réalité, on abandonne ces bois-là. Nous pensons qu'il faut qu'on essaie de récupérer les revenus de l'exploitation forestière, aussi bien dans les forêts communautaires que dans les suivants. Une autre piste de solution, c'est de valoriser les essences de promotion. Parce que beaucoup de PME artisans travaillent avec les essences qui sont présentes sur le marché. Et nous avons dit ici qu'il y a moins de 15 essences qui sont sur le marché. Pourtant, il y a d'autres essences qui ont parfois les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés, qui sont abandonnées et accessibles même en forêt. Aujourd'hui, dans une communauté, il est plus difficile de récolter le sapélie que de récolter un bois comme le zanga. Parce que le sapélie, aujourd'hui, il se trouve un peu plus loin en forêt. Ça fait que les coûts du débarrage augmentent. Or, on pouvait abattre des arbres qui sont plus proches. Et comme essence de promotion, par exemple, en tant que coopérative, nous avons expérimenté le zanga. Vous allez constater que la quasi-totalité de l'ouvrage ici est en zanga. Si je prends le cas du pain de cette maison bois, c'est le zanga. Vous avez aussi la table d'école, la table d'école. C'est fabriqué en Ozanga. Vous avez également la cage de chiens et la porte que je vois là-bas et les chaises de jardin. Il y a plusieurs meubles dans cette salle qui sont en Ozanga. Et nous avons étudié vraiment le Ozanga pendant pratiquement une année avant de commencer à travailler. Parce que les bois, ce bois que vous voyez, nous l'avons acquis en 2010.
Bon, une autre piste de solution, c'est de faciliter l'accès au financement aux opérateurs. Comme j'ai dit plus tôt, c'est assez compliqué. Et en plus de ça, les financements se font de plus en plus rares pour les opérateurs, que ce soit au niveau des banques commerciales, que ce soit au niveau des subventions des bailleurs de fonds. On a constaté quand même que il y a déjà une nouvelle dynamique, ça c'est vrai, nous encourageons, nous apprécions, mais nous souhaitons que cela aille encore un peu plus que maintenant. Nous avons également le renforcement de la structuration des organisations professionnelles. Nous avons identifié plus de 100 organisations professionnelles. Malheureusement, toutes ces organisations ne sont pas fonctionnelles. On compte au bout des doigts au Cameroun des organisations qui se battent à se développer, à se structurer, et nous pensons qu'il est aussi important de mettre l'accent sur la structuration. Et comme conclusion, nous pouvons tout simplement dire qu'il n'est pas superflu de rappeler que les PME et les artisans camerounais du secteur forestier évoluent dans un environnement assez favorable, mais font face à de multiples contraintes. Et nous pensons que la levée des dites contraintes est de nature à garantir la naissance d'une véritable industrie et permettre à nos PME et artisans de répondre efficacement à la protection des écosystèmes forestiers et à l'atteinte des objectifs de développement du Cameroun. Globalement, voilà ce que nous avons proposé. Nous sommes conscients que nous n'avons pas abordé toute la problématique. Du bon. La parole donnée. Alors, la deuxième partie de notre intervention va effectivement porter sur l'utilisation du droit légal dans la commande publique au Cameroun. Là également, notre exposé va s'articuler autour de 5 points. Un contexte, on va visiter rapidement quelques définitions, on va s'appesantir sur les rôles des acteurs dans la mise en œuvre de l'arrêté conjoint numéro 0162, le niveau d'avancement de la mise en œuvre de cet arrêté à date, quelques perspectives et un mot de conclusion. Alors, pour ce qui est du contexte, s'agissant de cette introduction, nous relevons que, malgré les efforts du gouvernement pour la lutte contre l'exploitation forestière illégale, n'est-ce pas, l'exploitation forestière illégale continue à terminer l'image de marque de notre pays. Et un autre fait qu'il faut relever, c'est que les produits issus de cette exploitation forestière illégale sont sollicités par les opérateurs économiques qui bénéficient de lancement de la commande publique. Donc, les statistiques également démontrent que la commande publique est vraiment considérable et que le volume de bois qui est utilisé par an s'élève à près de 13 000 mètres cubes. À titre d'illustration, entre juin 2015 et juin 2016, près de 1000 appels d'offres ont été publiés dans le journal de marché public. Et ce qui a permis la mise en place de plus de 2000 chantiers de construction et ou alors de rénovation des infrastructures publiques qui utilisent le bois. Vous convenez avec moi que tous ces éléments font de l'État, effectivement, un grand consommateur du bois, la commande publique. Alors, afin d'éviter que les commandes publiques et même privées ne continuent à aggraver l'exploitation illégale du bois, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, a engagé en 2017 des concertations avec les acteurs concernés pour trouver les meilleures solutions possibles. Et à date, nous sommes tous à l'aise de pouvoir présenter le fruit d'une de ces concertations qui, n'est-ce pas, est l'arrêté conjoint MINFOF, MINTP, MINMAP, qui fixe les modalités d'utilisation du droit d'origine légale dans la commande publique. Dans cet arrêté, elle a pour contraindre les opérateurs bénéficiaires de la commande publique à n'utiliser que le droit d'origine légale pour réaliser leurs ouvrages. Et donc, au demeurant, nous disons que l'objectif de l'État est aussi de limiter l'importation des produits dérivés du bois
nous venons de recevoir les chiffres qui ont été présentés par M. Pamphile, qui révèlent que c'est des dizaines de milliards qui vont en chaque année par rapport au pilier qui est importé pour meubler les différentes administrations publiques et non publiques. Donc c'est le coup de pouce là que nous voulons relever que qui sont passés par les personnes publiques. Ça peut être des entreprises publiques ou parapubliques, les collectivités territoriales décentralisées, et ceci dans le but de pouvoir satisfaire leurs besoins. La liste est longue. On va voir un peu avec les besoins. Le bois légal. Le bois légal, nous disons que c'est tout bois qui provient exclusivement d'un ou alors de plusieurs processus de production, de transformation ou d'acquisition. Donc c'est un bois dont l'origine est traçable, on connaît, n'est-ce pas, en amont de les parties et il est évacué avec des documents sécurisés qui sont naturellement des lettres de voiture, soit des boutiques, soit des véhicules. Autre définition, maître d'ouvrage. Alors, quand on parle de maître d'ouvrage, sachant qu'il s'agit soit d'un chef de département ministériel ou assimilé, un chef de l'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée. Il peut s'agir d'un directeur général, d'un directeur d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public et parapublic. Donc, c'est vraiment tout bénéficiaire des prestations qui sont prévues dans le cadre de la prestation de marché. Alors, s'agissant de l'épineux problème des sources d'approvisionnement du bois, nous disons que ceci concerne l'ensemble des types forestiers et les unités de transformation de bois susceptibles de fournir du bois sur le marché en respectant les dispositions réglementaires. Donc, ici, nous visons de manière spécifique les unités forestières d'aménagement, les forêts communales, les forêts communautaires, bien entendu, les vents de coupe, les autorisations de récupération de bois, de l'enlèvement de bois et même aussi les ventes aux enchères. Alors, quels sont les rôles des acteurs dans la mise en œuvre de l'arrêté conjoint? Nous disons que plusieurs acteurs ont été, n'est-ce pas, mentionnés de manière spécifique. Et lorsque la commande publique concernée implique l'utilisation du bois ou alors des produits dérivés du bois, le maître d'ouvrage doit s'assurer absolument de la présence d'un représentant du ministère en charge des forêts par des membres qui constituent la sous-commission d'analyse. Les opérateurs économiques également sont des acteurs, en ce sens qu'ils sont engagés dans les constructions d'édifices, des infrastructures et autres, n'est-ce pas, où la commande publique intervient en lien avec les produits bois. Donc, ils sont tenus de pouvoir prouver l'origine légale du bois qu'ils utilisent pour la réalisation de leur vente. Autre acteur important, le ministère des Forêts et de la Faune, qui est le gestionnaire de la ressource, qui, à son niveau, doit s'assurer de la disponibilité du bois d'origine légale et même du respect de cette disposition lors de la réception, n'est-ce pas, de l'ouvrage concerné. Le ministère des Marchés publics, quant à lui, est appelé à intégrer cette disposition dans les différents dossiers d'appel d'offres, nous le savons déjà, et le ministère des Travaux publics, qui est l'ingénieur de l'État, est là pour encadrer la mise en application de la nouvelle mesure. Donc, au cours du processus, il est important de retenir que lors de l'attribution de la commande publique, il y a la commission de réception et même la commission de suivi et de recettes techniques chargés en aval du contrôle de l'utilisation du bois d'origine légale. Ils sont là, les membres de cette commission, pour s'assurer de l'utilisation effective du bois d'origine légale dans, n'est-ce pas, la réalisation de l'ouvrage, et ceci conformément aux clauses contractuelles. Pour ce qui est du niveau d'avancement de la mise en œuvre de l'arrêté conjoint, le 0162, nous disons que depuis la signature le 15 décembre 2020, au niveau du ministère des Forêts et de la Faune, nous avons procédé à la sensibilisation et à la mise à disposition de ce texte à l'ensemble de nos délégués des régions qui également à leur tour ont
départementaux. Et il était question qu'à leur niveau, ils puissent des différents sectoriels pour mettre ce texte, cet important texte à leur disposition afin que tout le monde contribue à son application effective. On est en train de finaliser, on va dire, l'élaboration d'un guide explicatif bilingue qui va, n'est-ce pas, permettre à tous de bien s'approprier le contenu. Donc, bref, de disposer d'un contenu plus digeste par toutes les parties prenantes. Et les administrations partenaires signataires ont été saisies pour pouvoir amender rapidement le guide. Et à côté de cela, nous sommes en ce moment en train de produire des supports pour la couverture médiatique. Donc, nous avons élaboré des affiches grand format que nous sommes en train qui ont pratiquement été validées, qui devront traduire en anglais, des tracts, des flyers, des slogans. Et c'est avec tous ces outils de communication que nous comptons nous déployer très prochainement sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir vulgariser le dynamique. Comme perspective, nous envisageons dans les meilleurs délais l'organisation d'un atelier de validation de ce guide explicatif et également l'édition de l'ensemble des supports médiatiques dont j'ai parlé, dont j'ai mentionné plus haut, et l'organisation des ateliers de vulgarisation de l'arrêté sur le territoire, ainsi que la mise à jour d'un répertoire des bois légal. Donc, en conclusion, nous disons que l'achat du bois légal est véritablement un acte citoyen, en ce sens qu'il aide l'État à contribuer à la préservation de nos écosystèmes forestiers, de mieux gérer durablement les ressources naturelles, de construire les ouvrages de qualité, renforcer la contribution du secteur au développement économique, lutter contre l'exploitation illégale des forêts au niveau du Cameroun et même également la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Le chef du parc Le Goudy, qui est l'un des premiers sites physiques du MIP, actuellement opérationnel, qui va un peu nous parler de son expérience quotidienne entre les détenteurs de la ressource et eux qui gèrent l'espace site physique. Peut-être en 5 minutes. Merci. Je vais d'abord présenter le site Géographiquement, le Goudy se situe dans l'arrondissement de Koula, département de la Ligue, région du Samb, non loin de Yaoundé, c'est une banlieue de Yaoundé. Nous sommes à pratiquement 8 km de pôle de Carrefour. Notre site a été retenu comme site physique et c'est un site de 3 hectares 700. Bon, comment nous l'habitons en droit légal? Nous rencontrons des propriétaires de titres. On a aussi quelques industriels comme Aïbolo avec nous. Sauf que jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés des clients de ces détenteurs de titres. Parce que nous n'avons pas de ressources pour notre marché, pour faire fonctionner notre marché. Nous sommes donc les clients des détenteurs de titres. Nous avons des contrats avec les forêts communautaires, les forêts communales, les gîtes, tout ce qui ont des titres, afin que nous puissions avoir du bois légal. La grosse difficulté à notre niveau, c'est que même ces contrats ne sont pas possibles. Parce que les détenteurs de titres trouvent toujours que le droit à notre niveau est extrêmement moins cher. Et puis, ils ne s'en sortent pas avec les impôts et autres. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons à ce que les bois qui entrent dans notre marché soient accompagnés de délais de développement sécurisé. Ça, c'est le seul contrôle que nous pouvons faire par rapport à la légalité de ce bois. Parce qu'on se dit, un bois qui a un document sécurisé sort sûrement d'un titre. Surtout que pour délivrer même déjà les ordonnances de besoin dont la directrice parlait tantôt,
ces bordereaux sont localisés à la région. Pour aller demander une facture, appelons ça comme ça, à la région, il faut déjà déposer le document sécurisé qui accompagne ce bois au marché. Bon, moi je ne serai pas long parce que c'est une expérience que j'ai vue. Tant que nous n'aurons pas la possibilité de simplifier l'obtention des PO, c'est-à-dire les permis de voie 2, parce que c'est ce qui a été programmé depuis la nuit de temps pour ravitailler le marché local. Mais aujourd'hui, c'est long. Mais avant, on parlait du marché de voie 2, du marché local, du marché artisanal. Ça a pris tous les noms. Mais pour le ravitailler, si les PO ne reviennent pas, on aura des difficultés de ravitaillement progressivement pour ceux qui sont capables d'avoir les titres. Nous avons donc la grosse difficulté que nous avons, c'est le ravitaillement en quantité. Parce que c'est quelques personnes qui acceptent de donner le bois à notre niveau. Et généralement, ces bois, c'est des bois qui n'ont pas servi en termes de commandes à l'export. Alors, on vous appelle, on dit, bon, vous avez le livre, il y a des moyens stock sur lui, venez de trouver. C'est pour ça que quand vous allez passer au niveau de l'office, vous verrez qu'il y a des contrats qui ne manquent pas de pouvoir légal sur lui. Parce que plus nous l'habitat n'est pas en bois de qualité, en bois de seconde, selon ça, choix, de seconde choix. Parce que nous l'habitat uniquement en ce que nous appelons le bois local. Mais nous espérons que nous osons croire que le gouvernement qui a déjà commencé par octroyer cette facilité d'évacuation du bois d'un point à un autre, du bois qui est venu avec une dette sécurisée à un autre point sécurisé, d'un point à un autre, va continuer la démarche en facilitant l'obtention des petits types qu'on appelle les PO. Parce que quand on nous a demandé d'entrer dans ce processus de mise, beaucoup de marchés ont refusé. Parce qu'on ne savait pas comment ouvrir un marché au milieu et ne pas avoir des sources d'approvisionnement. À la seule source d'approvisionnement sûre pour le milieu, c'est le PO. Ils ont parlé des refus des industries. Les industriels refusent que les artisans entrent dans leur assiette. Les forêts communales font beaucoup de dépenses et ils ont généralement 3 à 4 mois d'exploitation là. Il ne se trouve pas très normal qu'ils mettent des artisans dans leur commande. Parce que le bois à notre niveau est vendu localement. Donc, nous avons encore l'effort du ministre actuel qui a accepté, qui a déjà donné son accord, moi je peux dire, pour la simplification des agréments. Parce que c'est ces agréments simplifiés qui vont donner accès à plusieurs artisans. Et le bois, le marché local sera suffisamment ravitaillé. Mais pour le moment, avec les bordereaux de livraison, les déplacements de bois d'un point à un autre, les bois qui sont entrés en Leboudi sortent de Leboudi pour tout le Cameroun sans difficulté. On dit les histoires de contrôle en route et tout ça. Dès qu'on peut entrer le bordereau de livraison, on sait que le sortir de Leboudi. Chaque marché libre a son numéro. Donc personne ne peut trouver votre numéro. Et au niveau du ministère, ils ont demandé que nous localisons un cachet qui porte le nom du marché, du point ici. Ça fait que c'est quand même un peu bien sécurisé pour qu'on ne puisse pas toucher. Voilà un peu le fonctionnement du marché. Donc nous continuons à attendre que nous devenions nous aussi artisans exploitants. Et de rester artisans qui devraient venir signer des contrats pour avoir de la ressource, pour la vendre, pour la mettre, pour
besoin des consommateurs. Votre question vers le panel ici. Nous avons eu 3 intervenants. Merci de me passer la parole. Moi, je m'appelle Christiane Delacy. Je travaille pour Proder, Forêt Développement Rural. Ma première question s'adresse à Francis de la Fédération de Bois. Donc, c'est juste une question de curiosité par rapport à votre approche, qui nous permet de vous assurer justement votre approvisionnement en bois est d'origine légale. Et donc, je voudrais savoir, par rapport à votre point méthodologique qui consiste à consulter les rapports SNOI, je suis un peu curieuse de connaître quelle est la méthodologie que vous utilisez dans la consultation de ces rapports-là, et si vous pouvez partager avec nous quelques statistiques de cas qui vous ont permis justement de vous rendre compte que un bois que vous avez souhaité acheter était d'origine douteuse. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question s'adresse aux représentants du marché intérieur du bois, marché physique, gestionnaire du site physique. Je voudrais savoir par rapport à votre partenariat avec la Suisse. Vous avez dit tantôt que ceux-ci ne vont ravitailler qu'en bois qui n'avaient pas pu être vendus à l'extérieur. Maintenant, je voudrais savoir si, avec ce partenariat-là que vous avez avec moi, est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir récupérer d'autres types de revenus, par exemple les cuisiniers, les routiers, ou même les revenus issus du sillage, moins de la première transformation dans certaines. Voilà mes deux questions. Merci. Merci. Je me permets de me lever. Je suis monsieur Lalogo Ben. Je préfère m'arrêter à juste mon nom. Mais je ne sais pas si ce seront des questions. Parce que là, nous, tel que la banderole l'indique et tel que vous nous avez dit que c'est pour dire aux artisans qu'est-ce qui est fait. Voilà. Moi, je suis très dubitatif quant à un certain nombre de choses que j'ai entendues. Peut-être parce que je suis dans le milieu, moi ici. J'ai suivi la présentation du représentant du ministère des Forêts. Et au niveau du cadre de c'est là où je suis arrivé, et j'ai entendu parler de vous, j'ai entendu parler de l'île. Je voudrais vous rappeler, si c'en est un rappel, en termes de rappel, que parce qu'à un moment donné, dans son développement, elle a dit ok, les ministères sont en train de voir, la COMIFAC est en train de voir comment ramener, parce que ici, parce que ça, et également au niveau de la TVA. Je voudrais vous poser une question simple par rapport au question. Quand le ministère des Forêts, parce que là on parle de le ministre, quand le ministère des Forêts suspendait les frigos, est-ce qu'il avait constaté pour ces gens? Non. Moi je donne la réponse. Pourquoi maintenant, lorsqu'il faut réintégrer les frigos qui sont dans la loi, on doit intégrer, on doit commencer à chercher, à demander comment faire pour intégrer le frigos? Mais moi je sais, derrière cette question-là, il y a une chose qui est implacable, une vérité, une réalité qui est implacable. C'est qu'au Cameroun, nous sommes tous non, nous allons ouvrir. Tous les ministères se marchent sur la plateforme. Ministère des Forêts, ministère de l'économie et ministère des petites et moyennes entreprises, j'espère que dans les responsables sont là. Ils savent très bien de quoi je parle. C'est la marche de la. Lorsqu'il y a eu un financement, la question. S'il vous plaît, allez directement aux questions pour nous permettre d'aller un peu vite. Le MIB naît comment? Le MIB naît
du fait que le ministère de l'économie a les clusters à mettre sur pied. Les clusters ne sont pas mis sur pied. La question. Le MIB arrive, le MIB n'a pas d'argent, et tout ce que le MIB nous raconte là, il ne peut plus. Ils sont obligés peut-être maintenant d'entrer dans le système. Est-ce qu'il y a une question? J'ai des questions, mais j'ai également des appréhensions qu'il faut soulever. Parce que si on reste seulement sur les questions, on reste sur cette présentation et on se dit, ok, donc pour ma question, si vous voulez que je parle par rapport à cette conférence de cette année, je voudrais vous demander, cette présentation, n'est-ce pas, c'est beau? Pourquoi donc les artisans n'ont pas le droit? Pourquoi donc on est toujours en train de payer? Mais c'est ce que je voulais développer. Bon, vous ne permettez pas de le faire, je ne le ferai pas. Non, monsieur, les questions nous permettent d'avancer et donner la possibilité aux panélistes de réagir et d'approfondir. Donc, on a compris que. Voilà. Où on exige, le ministère des Forêts exige d'avoir un représentant du ministère des Forêts dans la commission cannabis. Vous voyez que au Cameroun, il n'y a que les experts au ministère. Surtout que lorsqu'on connaît leur formation, est-ce qu'ils peuvent véritablement analyser un problème de légalité? Ils vont analyser le problème de légalité, je crois que c'est fini. Mais le reste, le Cameroun a au minimum 20 millions, et quelqu'un l'a développé là tout à l'heure, madame d'ailleurs, par rapport au nombre de marchés qu'on peut avoir par an. Là, il y a combien d'experts? Il y a combien d'experts qui sont dans le bois à l'intérieur? C'est des questions qu'il faut se poser pour pouvoir se dire, ok, on pourrait aller quelque part. Et pour conclure, pour finir justement, je voudrais vous dire que ce travail, c'est un travail de chaîne de valeur. J'ai parlé de la marche sur les plates-bandes. Le Cameroun veut inventer la nouvelle route, mais c'est difficile. Parce que si on ne prend pas les chaînes de valeur sur un travail, on ne peut pas arriver. C'est le même artisan qui doit aller chercher le bois légal. C'est le même artisan. Non, le contraire, par exemple, pour maintenant, nous avons. Merci, monsieur. Bonjour les responsables du ministère de la Forêt. Ma suggestion s'adresse particulièrement à vous. Parce que nous avions dans le cadre de la certification, le certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois, nous avons été briqués à le président de la Cour. Moi, c'est Bouche Ziali hier, je suis l'autiste président du conseil d'administration de la COPCA Escavoada, une coopérative instituée par la FIDA. Alors, dans le cadre de l'extension de l'élargissement de notre activité, nous avons voulu obtenir le certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois. Mais nous nous sommes rendus compte que la loi qui existe est un peu restreinte pour nous. Alors nous proposons au ministère d'essayer de revoir l'aire géographique pour les coopératives. Je ne sais pas si je me fais comprendre, madame. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un certificat, il faut avoir une unité. Or, la coopérative, c'est un ensemble de coopérateurs qui sont sur un aire géographique très définie. Lorsque nous avons rencontré le délégué régional, il a dit 5 cas d'école. Et nous profitons de cette activité pour vous demander d'utiliser cette activité comme un cas d'école pour la coopérative. Merci Merci. pour votre. Et merci aussi aux participants. On voudrait savoir un peu la méthodologie que nous avons dans notre démarche, dans notre approche. Disons qu'il était difficile à un moment donné pour chaque membre de la coopérative de justifier de façon chronologique la méthodologie, notre approche de vérification de la légalité d'une source. Nous avons donc mis en place ce manuel et la toute première étape, c'est de consulter la liste des titres valides du MINCO parce que c'est une liste qui est actualisée régulièrement. Et si nous ne faisons pas cela, nous pouvons tomber sur une entreprise ou bien un titre
qui en réalité n'a pas encore l'autorisation légale. C'est la première étape. Ensuite, c'est le sommet d'infraction. Ça nous permet quand même de voir l'antécédent des entreprises. Si vous êtes cité là, ça sera difficile pour nous. Et si je veux citer directement sur le système normalisé d'observation indépendante développé par Codel, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu une entreprise qui a été dénoncée par Codel. C'est-à-dire, nous adressons parfois des mails. Je n'ai pas souvenir de la date, mais ce que je sais, c'est qu'au moins 3 mails ont été envoyés à Codel quand nous avons identifié une chose qui n'apparaissait pas dans le souvenir de l'infraction. Nous avons adressé un mail à Codel en disant nous pensons travailler avec telle entreprise pour nos questions d'approvisionnement en bois. Est-ce que dans vos activités, cette entreprise a été identifiée? Le terme que vous utilisez, c'est la dénonciation. Est-ce que cette entreprise a été déjà dénoncée un jour? À chaque fois, on nous a dit non. Et ça nous a rassurés. Nous utilisons ce système parce que, en fait, sur le terrain et de façon opérationnelle, c'est le FODER qui peut avoir l'information à l'état, en temps réel. C'est justement pour cette raison que nous utilisons. Merci. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, M. Mebenga, Christian nous demandait votre partenariat avec la CUF. N'est-il pas possible de l'étendre jusqu'à la récupération des rebuts de sillage? Merci Christian. Notre partenariat avec la CUF, nous avons dit tantôt que les industriels n'acceptent pas les artisans dans leur assiette. Mais nous avons poussé déjà le partenariat au point où la CUF a été d'accord de faire un sillage propre aux artisans, mais à leur jour de repos, parce qu'ils font l'entretien des machines. Vous voyez jusqu'où on va, l'entretien des machines les dimanche matin. Là, ils peuvent faire un peu de sillage pour le marché local dans les après-midi du dimanche. Sauf que le coût par rapport au Camerounais lambda de ces bois est trop élevé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir du bois, mais des essences de promotion à la CUF, à de bonne qualité, mais au prix conséquent. Par contre, nous, au Cameroun, moi je suis vendeur de bois de père en fils. Mon père était vendeur de bois, je suis vendeur de bois aujourd'hui. Peut-être mes enfants ne le seront pas, parce que c'est difficile, c'est un domaine très difficile. Je dis, le prix d'achat du Camerounais lambda est tellement bas où on ne peut pas vous demander de payer une planche de 2 mètres, de 5 mètres à 30 000. Vous pouvez la payer à 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à 6 000, mais quand c'est 30 000, ce n'est pas possible. Donc, la CUF est d'accord de produire pour nous les dimanches après-midi. Je précise bien les dimanches après-midi. Mais les coûts sont lesquels? Donc notre regard reste toujours tourné vers l'État pour la mise en route des PEBO et les agréments certifiés. Notre marché sera suffisamment rentable. Qui semblait avoir une incompréhension entre les PEBO simplifiés tels qu'ils sont présentés actuellement par le MINFOF et les anciens PEBO qui demandent d'être agréés à l'exploitation forestière. Peut-être que vous pourrez lui apporter une meilleure compréhension entre ces deux types de PEBO-là, parce qu'il nous semble qu'il y a une certaine confusion à son niveau sur ces PEBO simplifiés qui sont actuellement en cours et les PEBO qui vont en droit d'ignorer ce qui est dans la loi 94. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Alors, pourquoi les artisans n'ont pas de bois? Quelle est la différence entre les PEBO tels que consignés dans la loi forestière et les PEBO
tels que consignés dans la proposition de simplification des procédures d'octroi et de gestion des permis d'exploitation de bois d'œuvre. Donc, je dois dire que au niveau de la loi, l'obtention d'un agrément, je veux dire, nécessite d'abord la tenue d'un comité technique interministériel et qui généralement est convoqué maximum une fois par an. Et nous disons qu'il n'est pas aisé pour les artisans de pouvoir remplir les conditions pour y accéder. Et à côté de cette contrainte qui relève de l'agrément en qualité d'exploitant forestier, il y a également la procédure d'attribution par voie d'appel d'offres, n'est-ce pas, par voie de concurrence, qui n'est pas de nature à faciliter l'obtention d'un permis par un artisan. Donc, la procédure est longue, elle est même coûteuse, et ce qui n'est pas aisé par rapport à sa surface financière. Et maintenant, les travaux qui ont été effectués, donc le fruit des différentes concertations avec les artisans, on va dire, ont proposé maintenant qu'au lieu d'un comité technique interministériel qui siège, que ce soit simplement le ministre des Forêts qui signe un agrément d'une durée de 3 ans. L'agrément type, on va dire, il est accessible et il est signé, il est obtenu de manière définitive. Mais pour le cas d'espèce, l'agrément simplifié, comme on a suggéré, et d'ailleurs les artisans ont suggéré, et M. Mbunga est revenu largement dessus, ils sont tous unanimes, ils pensent que c'est ça la solution qui va leur permettre d'être en mesure de pouvoir approvisionner le marché intérieur de bois. Cet agrément-là, disais-je, est signé par le ministre, a une validité de 3 ans, renouvelable maximum une fois, et c'est un agrément en qualité d'exploitant forestier de type artisanal. Donc nous disons qu'au vu de leur capacité financière qui est assez limitée, au niveau de l'obtention d'un agrément simplifié peut leur permettre très facilement de se mettre en règle pour pouvoir gérer l'activité de manière légale. Alors pourquoi est-ce que les artisans n'ont pas de bois? Nous disons que parce qu'effectivement les procédures ne sont pas évidentes pour eux, il y a des contraintes, et c'est ce qu'a essayé de solutionner, n'est-ce pas, le projet LIB, en faisant des propositions que nous avons présentées tantôt. Nous pensons, et je me réjouis de ce qu'un opérateur de cette catégorie, de cette filière artisanale, vient encore le confirmer, qu'eux aussi pensent que c'est ça le bois de sortie. Il faut absolument lever les blocages au niveau de la délivrance des permis d'exploitation du bois de vie. Monsieur le délégué régional, que c'est un cas d'école. Nous avons les procédures pour la délivrance d'un certificat en qualité de transformateur. Vraiment, il n'est pas prévu qu'une coopérative puisse se missionner dans de telles conditions. Donc c'est vraiment un cas d'école, hein, parce que c'est des choses que la loi n'a pas prévu qu'une coopérative vienne soupçonner pour le compte des artisans. Il y a les modalités les conditions à remplir qui sont connues, et je ne sais pas comment la coopérative va s'y prendre pour pouvoir remplir ces conditions. Est-ce que la coopérative dispose d'un agrément? Est-ce que c'est autant de questionnements? Et autre chose que je voulais mentionner, c'est bien beau quand on est buté de tout de suite mettre le FOF d'eau au mur. Nous sommes là, on doit le dire, pour l'application de la réglementation. On n'est pas là pour créer, pour inventer la lune. Vous savez, autant que nous, depuis combien de temps la raison de la loi forestière est encore demeure, je vais dire, dans le pipe. Donc, ce que je peux également conseiller aux opérateurs quand ils ont les activités, c'est de commencer d'abord par se rapprocher du ministère, hein, et dans le cadre de la collaboration avec les partenaires techniques, avec le ministre en charge des forêts, a prévu qu'il y ait des conventions consignes, qu'il y ait des MOU qui vont clairement
élaborer les modalités de fonctionnement avec tel partenaire. Donc, quand on est invité et qu'on vient à ce moment-là, c'est un peu difficile. Il est bon, dès le départ, de venir, de présenter votre projet au ministère, de manière à ce que d'un bout à l'autre de la chaîne, vous soyez effectivement accompagné et que dès le départ, on voit déjà comment on peut réorienter pour éviter qu'on se retrouve dans des conditions de blocage comme cela. Donc, je dis et je réitère, comme l'a dit monsieur le délégué régional, c'est vraiment un cas d'école qui n'est pas présentement encadré par la loi forestière. Je tiens à féliciter le panel pour l'explication. Mais je voulais comprendre quelque chose à propos du bois légal. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, je ne comprends pas encore ce que c'est que le bois légal. Je prends ce petit exemple. Moi, j'ai peut-être ma petite forêt quelque part là dans le village et je décide de couper du bois là pour faire mon meuble. Est-ce que ce bois est de nature légale? Et si tel n'est pas le cas, comment faire moi en tant qu'artisan, comment définir dans le fait de ce bois-là? Merci, bonjour, on va passer la parole. Moi, c'est Junior Ganko. Junior Ganko. Ma question, c'est à la loi du FOF. J'aimerais savoir pourquoi dans la loi, dans l'arrêté conjoint numéro 0162, on ne prévoit pas intégrer les professionnels ou les observateurs indépendants dans le comité de validation des offres et la réception des budgets d'investissement public. Ça, c'est la première préoccupation à votre endroit. La seconde, c'est pourquoi est-ce que le bois qu'on exploite chez nous, vous ne trouvez pas des mesures qui doivent pousser ces industriels à mettre au moins 10% ou 15% de leur production sur le marché local? Nous ne pouvons pas avoir du bois qui enrichit les autres et nous restons pauvres. Merci bien. Merci pour la question. La première question, c'était quelqu'un qui demandait si jamais il prélève le bois au niveau de sa plantation et qu'il fabrique ses meubles. Il demandait si c'était du bois légal. Moi, je ne vois pas en quoi ce bois ne serait pas du bois légal. Il est bénéficiaire du droit d'usage. Il peut véritablement prélever pour ses besoins de consommation personnelle. Il peut même accéder, si jamais il a besoin d'évacuer son bois à une distance plus ou moins importante, il peut solliciter l'obtention d'une autorisation personnelle de coupe qui ne doit pas excéder 30 mètres cubes de bois. Donc vraiment à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Votre bois n'a pas de problème à ce niveau. Ici, nous parlons véritablement des artisans, de ceux-là qui s'approvisionnent, soit pour la commande publique, soit pour fabriquer leurs ouvrages et qui sont sur le marché pour procéder à la vente de ces différents produits-là. Et nous disons qu'il est question pour ce genre d'activité à but lucratif que effectivement pour rester en règle, que ce soit le bois local, le bois dont on peut véritablement tracer l'origine et démontrer que ce bois a été prélevé dans des conditions d'une forêt aménagée, dont on a des conditions de gestion durable pour que effectivement la biodiversité soit conservée pour le bien, pour notre bien et pour le bien futur, tout ce que vous connaissez là-dessus. Autre question, Monsieur Junior Gankou, il a deux questions. Il demande pourquoi l'arrêté conjoint 0162 ne prévoit pas les professionnels dans les commissions de réception. Je dois dire que l'élaboration de cet arrêté a été conduite avec l'implication de différentes parties prenantes. Là-dedans, nous avions la société civile, nous avions les représentants des artisans, nous avions les administrations, même la primature. Et c'est le fruit des réflexions de toutes ces entités qui, n'est-ce pas, a produit cet arrêté. Il est question pour nous, pour le moment, de l'appliquer. Peut-être au bout d'1 an ou 2 ans d'application, si le besoin d'intégrer, de réviser et autres se pose, nous pourrons le faire et à ce moment,
ce genre de proposition serait le bienvenu et pourrait être intégré. Pour le moment, le document est là. Ce n'est pas le produit du Minifor seul. Vous voyez bien qu'il est signé par trois départements ministériels. Et nous disons que nous avons procédé par une approche participative de plusieurs parties prenantes pour l'élaborer. Et il nous sera difficile en tant que ministère des Forêts seul de vous dire que tout de suite, oui, c'est une idée que nous allons rapidement intégrer. Mais elle n'est pas mauvaise. Donc pour le moment, permettez qu'on applique. Dès qu'on sera buté à certaines limites, alors que le besoin de le réviser se fera sentir, oui, à ce moment-là, de telles idées pourront être prises en compte. Autre question, toujours de M. Kakou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi le ministère des Forêts ne prend pas des mesures pour un peu amener les détenteurs à promotionner le marché intérieur de bois? Nous disons que le ministère y a pensé. Et dans la décision de valorisation, n'est-ce pas, des revenus issus de l'exploitation forestière, dans ce document qui a été signé en janvier 2020 par le ministre des Forêts, il est également prévu que dorénavant, tous les documents d'aménagement des détenteurs de titres qui seront, ou alors des gestions qui seront en révision au niveau du ministère, on va commencer à intégrer cette clause-là pour demander que ces détenteurs de titres, n'est-ce pas, valides, puissent approvisionner le bois d'un certain pourcentage. La réflexion continue et également, dans le cadre de la révision de la loi forestière, une telle disposition avait été déjà prise pour obliger un peu les détenteurs de la ressource à pouvoir approvisionner le marché local. Parce que, en fait, dans le cadre du projet pilote libre, on voyait les opportunités d'approvisionner le bois de manière pérenne, donc avec le bois issu du domaine permanent, et également d'autres options de pouvoir envisager avec le bois issu du domaine national. Donc c'est pour dire que ça a été réellement pris en compte. Malheureusement, la loi forestière qui est en cours de révision n'a pas encore été définitivement actée. Et donc c'est des propositions qui existent. Nous attendons tout simplement voir leur prise en compte pour le changement que nous espérons tous, pour que effectivement le domaine permanent commence également à approvisionner le bois, le MIP, n'est-ce pas, avec du bois légal dans les conditions réglementaires. Aussi à long terme pour les artisans et ceux de l'interprofession. C'est-à-dire à long terme, si le MIP est alimenté en bois légal, ils ont la possibilité de solutionner à ces différentes commandes publiques, tout comme les autres opérateurs économiques. Donc, quelque part, les mettre dans cette commission-là, peut-être aussi c'est les écarter sur ce potentiel marché à venir, au cas où le MIP finit en fin de compte par avoir du bois légal comme on le souhaite à travers toutes les dispositions qui sont en train d'être mises en place. Je pense que le temps nous fait défaut et nous savons qu'il y a beaucoup de questions encore, mais le salon actuel continue. Nous sommes disposés, que ce soit l'administration forestière ou les différents intervenants dans le panel, à répondre à vos réactions, que ce soit ici ou dans leurs différentes organisations. Nous allons devoir arrêter là pour un moment. Nous allons remercier l'organisatrice de ce salon, très enrichissant. Nous allons remercier la FGMC, la FAO, Union Européenne, l'aide du programme FAO, Union Européenne, également le UK-Aid pour leur engagement à contribuer, n'est-ce pas, à la consommation légale de bois dans les marchés domestiques. Et nous vous remercions également pour le temps que vous avez accordé à discuter sur ces différentes questions. Je vous remercie.